Il existe un sentiment étrange, à peine perceptible, de dissonance qui surgit lorsque l'on se plonge profondément dans la chronique officielle de l'évolution humaine. Nous sommes habitués à ce que l'histoire nous soit présentée comme une ligne droite de progrès constant, où chaque génération devient technologiquement plus parfaite que la précédente. Cependant, si l'on regarde attentivement les événements de la fin du 19e siècle, cette ligne bien ordonnée commence à se briser, révélant les traces d'une toute autre réalité. Une impression tenace s'installe. La version officielle des événements n'est qu'un mince voile dissimulant les fondations d'une civilisation disparue, bien plus avancée. La question principale ici ne concerne pas tant les styles architecturaux que la chronologie même de notre existence. Quand a réellement commencé l'époque que nous considérons comme moderne ? De plus en plus souvent, les chercheurs se heurtent à l'hypothèse d'une réinitialisation mondiale, après laquelle l'humanité s'est soudainement retrouvée dans un nouveau monde, déjà construit par quelqu'un d'autre. En étudiant les archives du 19e et du début du 20e siècle, on remarque un contraste saisissant. Des rues remplies de simples charrettes à chevaux, de boue et de gens dont le quotidien semble extrêmement primitif, côtoient des bâtiments majestueux qui paraissent trop parfaits pour leur époque. Ces structures possèdent une telle complexité technique et une telle monumentalité que leur création aurait nécessité des technologies inaccessibles à l'époque selon les manuels d'histoire. On a l'impression que nous sommes arrivés dans ce monde alors que l'essentiel avait déjà été créé. Des solutions d'ingénierie puissantes, des villes parfaitement planifiées, des dômes grandioses et des colonnades, tout cela semble avoir été construit bien avant l'apparition de ceux qui figurent sur les vieilles photographies. Il semble que ces gens aient simplement occupé des décors vides, les adaptant à leurs besoins sans les créer à partir de zéro. De plus, on observe une étrange rupture. Une multitude de technologies uniques, de styles architecturaux et de principes d'ingénierie disparaissent littéralement juste après 1900, comme si quelqu'un avait coupé l'accès à ce savoir. Cette anomalie se manifeste de manière particulièrement flagrante dans les événements que les historiens qualifient de « triomphe du progrès industriel », les expositions universelles de la fin du 19e siècle. La science officielle affirme que ces complexes, incroyables par leur beauté et leur ampleur, ont été construits exclusivement pour des événements de courte durée, afin d'être impitoyablement détruits quelques mois plus tard. On nous demande de croire que des fonds colossaux, comparables au budget d'États entiers, ont été dépensés pour ériger des chefs-d'œuvre architecturaux jetables. Cependant, lorsque l'on commence à analyser la qualité de ces structures, leurs détails et leur envergure, la version des pavillons temporaires commence à s'effondrer. Qui, saint d'esprit, construirait une ville entière de palais remplis d'infrastructures complexes uniquement pour la transformer en ruine juste après la fermeture de la foire ? Une autre supposition semble bien plus logique et effrayante. Ces bâtiments n'ont pas été construits spécialement pour les expositions. Ils ont été hérités. Ces événements n'ont peut-être servi que de couverture pour légaliser et démontrer les réalisations non pas de notre civilisation, mais d'une civilisation précédente qui a disparu pour des raisons inconnues, ne nous laissant que des témoignages de pierre de sa grandeur. Ce sont précisément ces expositions qui deviennent la clé ouvrant la porte à la compréhension de la véritable histoire qui nous est cachée. Pour saisir toute l'ampleur de cette incohérence historique, il suffit de se pencher sur un exemple concret qui, aujourd'hui encore, laisse les chercheurs indépendants stupéfaits. Il s'agit de la célèbre exposition de Chicago de 1893, officiellement organisée pour le 400e anniversaire de l'arrivée de colons dans le Nouveau Monde. Cet événement est présenté dans les manuels comme une fête grandiose, mais les chiffres et les faits bruts dressent un tableau qui ne cadre absolument pas avec les représentations traditionnelles des capacités de construction de la fin du 19e siècle. Sur un territoire dépassant les 280 hectares, un complexe fut déployé que les contemporains appelaient avec révérence la Cité Blanche. Ce nom n'était pas fortuit. L'ensemble architectural brillait d'une blancheur immaculée et d'une harmonie classique, rappelant les rêves incarnés d'une police antique idéale. Sur cette surface gigantesque ne se trouvaient pas simplement des stands d'exposition ou des chapiteaux temporaires, mais 14 bâtiments palais monumentaux dont chacun
par sa taille et sa grandeur, aurait pu être le joyau de n'importe quelle capitale européenne. Autour de ces colosses s'étendait un réseau complexe d'allées parfaitement planifiées, de vastes places ornées de centaines de sculptures et de canaux rappelant Venise. Et c'est ici que nous arrivons au point où l'histoire officielle commence à contredire le bon sens et les lois de la physique. On nous propose de croire que ce chef-d'œuvre architectural, comparable en complexité à un centre-ville complet, a été érigé en seulement 2 ans. De plus, on affirme que la construction s'est déroulée pratiquement en plein champ, sur les terres marécageuses de Jackson Park, ce qui en soi aurait nécessité des efforts colossaux d'assèchement et de préparation du sol avant même la pose de la première pierre. Comparez ces rythmes déclarés avec les réalités modernes de l'industrie du bâtiment. Aujourd'hui, disposant de technologies de conception par ordinateur avancées, d'engins lourds, de grues à tours et d'une logistique rodée, la construction d'un seul grand stade ou centre commercial prend de 3 à 5 ans. À Chicago, si l'on en croit les notices historiques, à l'ère de la traction chevaline et des machines à vapeur, en l'absence de mécanisation moderne, une métropole entière a été créée en un peu plus de 20 mois. Il ne s'agit pas seulement de murs et de toits, mais d'une infrastructure complète. Pose de réseaux, création de plans d'eau artificiels, de ponts et d'un aménagement paysager de très haut niveau. La logistique pour acheminer des millions de tonnes de matériaux de construction par transport hippomobile dans des délais aussi serrés ressemble non pas à un exploit organisationnel, mais à une impossibilité mathématique. Chaque élément de ce complexe, des dômes géants aux colonnades raffinées, exigeait des calculs précis et une qualification extrême de milliers d'ouvriers. Si l'on imagine que tout cela a vraiment été construit à partir de zéro dans les délais annoncés, la densité des travaux aurait dû être telle que les ouvriers se seraient gênés les uns les autres. Cela aurait dû être une fourmilière fonctionnant 24 heures sur 24, sans une seule panne, erreur ou retard de livraison. Ce qui, dans les conditions de l'époque, semble être une utopie absolue. Une impression tenace surgit. On nous montre le résultat, mais on nous cache le véritable processus de son apparition. L'idée que ces délais aient été inventés après coup pour dissimuler le fait que la Cité Blanche n'a pas été construite, mais restaurée ou exhumée, semble bien plus plausible. Nous voyons des ouvrages finis, capitaux, dont l'échelle est écrasante. Cela ne ressemble pas à une foire temporaire assemblée à la hâte. Cela ressemble à la démonstration de la puissance d'un empire qui prévoyait d'exister pour des siècles. Cependant, la version officielle insiste, ce n'était que des décors. Et pour justifier l'incroyable vitesse d'apparition de ces palais, les historiens avancent un argument qui, à y regarder de plus près, sonne moins comme une explication que comme une moquerie ouverte envers le sens de l'observation de tout être sensé. Ils nous disent que le secret réside dans les matériaux dont auraient été façonnés ces majestueux temples de la science et de l'art. L'historiographie officielle nous propose d'accepter sur parole l'affirmation selon laquelle toute la splendeur de l'exposition de Chicago n'était rien de plus qu'une illusion habilement créée. On nous dit que ce que nous avons sous les yeux n'est ni de la pierre, ni du granit, ni du marbre, mais simplement du bois, du plâtre et de la filasse, un matériau appelé staff, utilisé pour créer des décors temporaires. Cependant, lors de l'étude détaillée d'objets spécifiques, cette version commence à craquer de toutes parts face à la réalité visuelle fixée dans les archives. Prenons par exemple l'ouvrage que les organisateurs de l'exposition appelaient modestement le bâtiment de l'agriculture. Au vu du nom, on pourrait s'attendre à voir un pavillon fonctionnel, un hangar ou au mieux une structure légère ornée d'un décor thématique. Mais la réalité démontre tout autre chose. Sous nos yeux se dresse un ouvrage colossal qui, par son architecture et sa grandeur, rappelle davantage le Panthéon romain, le Vatican ou le palais royal d'un monarque européen qu'un lieu de démonstration de moissonneuses et de citrouilles. La façade du bâtiment est ornée de massives colonnes corinthiennes dont les proportions parfaites indiquent une profonde compréhension des lois de l'architecture antique. Sur le toit s'élève un dôme géant, couronné d'un groupe sculptural complexe, et des dizaines de statues sont disposées sur le périmètre, chacune étant une œuvre d'art.
Il est difficile d'imaginer que des ingénieurs et des artistes aient consacré des milliers d'heures de travail à peaufiner les moindres détails des chapiteaux et des corniches, sachant que toute cette splendeur était vouée à la démolition 6 mois plus tard. Habituellement, les ouvrages temporaires sont construits selon le principe de la suffisance minimale, ossature, bardage, peinture grossière. Ici, nous voyons une minutie excessive, maniaque, propre uniquement à la construction capitale, conçue pour durer des siècles. La critique de la version des matériaux temporaires se renforce si l'on réfléchit aux propriétés physiques du plâtre et du bois. Chicago, connue comme la ville des vents, est située au bord du lac Michigan, où l'humidité et les brusques changements de température sont monnaie courante. Le plâtre est un matériau extrêmement capricieux et peu durable dans de telles conditions. Pourtant, sur de nombreuses photos, les surfaces des bâtiments paraissent parfaitement lisses, monolithiques, sans signe de déformation, de fissure ou d'impact de l'humidité. Elles reflètent la lumière comme le fait le marbre poli ou la pierre de qualité. Si l'on admet que c'était vraiment une imitation, le niveau de maîtrise des plâtriers et des décorateurs aurait dû friser la magie. Créer à partir de filasse et de ciment une illusion indiscernable de la pierre taillée, même de près, dans des volumes aussi colossaux, est une tâche peut-être plus difficile et coûteuse que la construction en pierre véritable. De plus, l'échelle des structures porteuses soulève des questions légitimes. D'immenses portées, de lourds dômes et des arches nécessitent une base d'ingénierie sérieuse. Une ossature en bois capable de supporter une telle charge tout en conservant sa géométrie sous l'impact des vents aurait dû être incroyablement complexe et massive. La consommation de bois pour une telle ossature aurait été astronomique. N'est-il pas plus simple de supposer que ces bâtiments ressemblaient à des palais de pierre parce qu'ils étaient des palais de pierre ? Leur monumentalité, leur style et leur exécution indiquent qu'il s'agit de l'héritage d'une haute culture, pour laquelle une telle esthétique était la norme, et non un déguisement de carnaval. Le concept même d'utiliser une architecture classique, impériale, pour une foire temporaire, semble illogique. Le style antique symbolise l'éternité, la stabilité et le lien avec le divin. C'est le langage du pouvoir et de l'immuabilité. Construire pour un été dans un tel style est un oxymore. Il est fort probable que les organisateurs de l'exposition aient simplement utilisé un complexe antique déjà existant, peut-être restauré, en lui attribuant de nouveaux noms et de nouvelles fonctions. Le bâtiment, nommé pavillon agricole, aurait tout à fait pu être un temple ou un centre administratif d'une ville ancienne. Cependant, si l'aspect extérieur des bâtiments peut encore être, bien que de manière peu convaincante, expliqué par le génie des décorateurs, le contenu de ces pavillons et l'environnement qui les entourait laissent perplexes même les chercheurs les plus sceptiques. L'architecture n'est qu'une enveloppe extérieure, derrière les façades de laquelle se cachait quelque chose qui, par son niveau de développement technique, ne correspondait absolument pas à l'image officielle du monde de la fin du XIXe siècle. Ce qui se trouvait à l'intérieur et autour de ces bâtiments effraie les historiens encore davantage, car ces technologies devançaient leur époque de plusieurs décennies, voire de siècles. Ce qui se passait sur le site de l'exposition de Chicago après le coucher du soleil détruit définitivement l'image habituelle du monde de la fin du XIXe siècle. À une époque où la majeure partie de la planète plongeait dans les ténèbres à la tombée de la nuit, à peine dissipée par la lueur terne des bougies, des lampes à pétrole ou de rares réverbères à gaz, la cité blanche s'embrasait de millions de lumières électriques, se transformant en un phare étincelant d'un avenir futuriste. Ce n'était pas une expérience timide avec quelques ampoules à incandescence. C'était une illumination totale, aveuglante, dont la puissance pourrait rivaliser avec l'éclairage d'une mégalopole moderne. D'énormes projecteurs découpaient le ciel nocturne. Les bâtiments étaient mis en valeur par des systèmes complexes d'éclairage de contours, et les fontaines électriques jouaient de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Derrière toute cette féerie se tenait la figure du génial Nikola Tesla. C'est précisément ici, à Chicago, qu'a eu lieu la bataille décisive de la célèbre guerre des courants entre Edison et Tesla. Le système de courant alternatif de Westinghouse, développé par Tesla, alimentait toute l'exposition. Mais réfléchissons à l'aspect technique de la question.
Pour fournir de l'énergie à un complexe aussi gigantesque, il ne fallait pas simplement une paire de générateurs, mais une véritable centrale électrique puissante et un réseau étendu de sous-stations. Des kilomètres de câbles souterrains, un système complexe de répartition des charges et de fusibles était nécessaire. On nous demande de croire que cette infrastructure énergétique colossale, sans équivalent dans le monde, a été conçue, produite et montée en un temps record, uniquement pour fonctionner 6 mois et être démantelée. Les miracles technologiques de l'exposition ne se limitaient pas à la seule lumière. Les visiteurs découvraient des mécanismes qui semblaient être des étrangers venus du futur. Prenons par exemple le célèbre trottoir roulant, un convoyeur électrique pour piétons ceinturant une partie du complexe. Cette solution, que l'on ne trouve même pas aujourd'hui dans tous les grands aéroports, fonctionnait déjà impeccablement, transportant des milliers de personnes. Ou regardons la principale merveille d'ingénierie de la foire, la grande roue géante de George Ferris. Cette structure avait pour vocation d'être la réponse américaine à la tour Eiffel. Mais si la tour parisienne est statique, la roue de Ferris était une machine dynamique de dimensions monstrueuses. Sa hauteur était de 80 mètres, et chacune de ses 36 cabines avait la taille d'un bus ou d'un petit studio, pouvant accueillir jusqu'à 60 personnes. L'axe de cette roue représentait la plus grande pièce unique en acier forgé jamais créée dans l'histoire à ce moment-là. Le montage d'une telle structure exigeait une précision d'orfèvre et l'utilisation de grues d'une capacité de levage incroyable. Tout le mécanisme tournait avec une fluidité parfaite, mue par de puissantes machines à vapeur et un système complexe de transmission. En regardant les plans et les descriptions conservées de ce monstre, il est impossible de se défaire de l'idée que nous avons devant nous un ouvrage capital, conçu pour des décennies d'exploitation. La marge de sécurité technique, la qualité du métal, la complexité des nœuds d'assemblage, tout cela contredit l'idée d'une attraction temporaire. Qui coulerait le plus grand axe en acier du monde pour un divertissement de 6 mois ? De plus, dans les pavillons étaient présentés des appareils électriques et des agrégats dont la fonction suscite encore des débats aujourd'hui. On y voyait non seulement des appareils ménagers, mais aussi des installations industrielles rappelant les générateurs modernes d'énergie libre ou d'électricité atmosphérique. Le niveau d'exécution de ces machines, leur design et leur fonctionnalité témoignent d'une technologie mature, aboutie, et non des premiers pas timides de l'industrialisation. Tout cela ne ressemblait pas à une exposition de réalisations vers lesquelles l'humanité a marché pendant des siècles, mais à la démonstration d'un écosystème technologique prêt à l'emploi, devenu soudainement accessible. Une infrastructure d'un tel niveau de complexité ne surgit pas du néant. Elle nécessite des décennies de développement d'une école scientifique, d'une base de production et de logistique. À Chicago, elle est apparue comme par un coup de baguette magique, entièrement prête, rodée et fonctionnelle. Ce bond technologique brutal, concentré en un seul lieu, semble étranger sur fond du reste de l'Amérique de l'époque. En regardant cette nature fondamentale, ces kilomètres de câbles et ces tonnes d'acier, la question la plus effrayante et la plus inconfortable surgit. Et si toute cette infrastructure n'avait pas été construite spécialement pour l'exposition ? Et si l'exposition n'était qu'un prétexte commode, un paravent permettant d'utiliser et de montrer temporairement au public ce qui se trouvait déjà à cet endroit ? Nous arrivons ici au tournant décisif de notre enquête, où l'effet épars s'assemble en une image unique, effrayante par sa logique. Si l'on rejette la version officielle de la construction éclair en plâtre et filasse, qui s'effrite dès la première confrontation avec la réalité de l'ingénierie, il ne reste qu'une seule explication capable d'éliminer toutes les contradictions. C'est l'hypothèse selon laquelle la Cité Blanche de Chicago, tout comme de nombreux autres complexes similaires lors d'autres expositions universelles, n'a pas du tout été construite à la fin du XIXe siècle. Elle a été trouvée. Selon cette théorie, le territoire de Jackson Park dissimulait les ruines d'une métropole antique et majestueuse appartenant à cette même civilisation mondiale disparue. Ce que les historiens appellent construction était en réalité une opération archéologique à grande échelle, comprenant des fouilles, le nettoyage des bâtiments des couches de terre, la restauration des façades et le rétablissement des réseaux.
Le groupe d'architectes et d'ingénieurs que l'on nous présente comme les auteurs géniaux du projet jouait très probablement le rôle de gestionnaire des travaux de restauration. Leur tâche était d'adapter les ouvrages antiques aux besoins de l'exposition, de leur donner un aspect commercialisable et surtout d'inventer pour eux de nouveaux noms et de nouvelles fonctions compréhensibles pour les contemporains. C'est précisément cette version qui explique la durabilité phénoménale des constructions. Personne ne dépense des budgets comparables au trésor d'un petit État pour un spectacle temporaire. Mais si la ville était déjà debout, les coûts pour sa rénovation cosmétique et l'organisation de l'événement deviennent tout à fait justifiés. Cela explique aussi le plan parfait, le système hydrotechnique complexe de canaux et d'étangs qui fonctionnait comme un organisme unique. Créer un tel système de drainage et de logistique hydraulique dans un marais en 2 ans est impossible. Mais s'il faisait partie de l'infrastructure urbaine initiale, simplement nettoyer et redémarrer, alors tout prend sens. Une attention particulière doit être portée aux bâtiments nommés pavillons de la mécanique et de l'électricité. Dans le cadre de l'hypothèse alternative, ces ouvrages n'ont jamais été de simples salles d'exposition. Leur architecture, leur volume interne, leur fondation renforcée et la spécificité de leur agencement indiquent qu'il s'agissait à l'origine d'objets industriels, de véritables centrales électriques ou des halls d'usines de cette même époque antique. Dans les vieux documents et catalogues, certains d'entre eux sont directement nommés powerhouse ou centre énergétique. Il est probable que les organisateurs de l'exposition aient découvert des équipements survivants ou des emplacements pour leur installation et utilisé ces bâtiments selon leur destination directe et initiale, faisant passer des technologies antiques pour les dernières inventions de Tesla et Edison. L'utilisation omniprésente de la peinture blanche, qui a donné son nom à l'ensemble du complexe, devient également compréhensible. Si vous restaurez un groupe de bâtiments hétéroclites, endommagés par le temps et les cataclysmes, construits en pierres différentes ou portant des traces de destruction, le moyen le plus simple de masquer les défauts et de donner à l'ensemble une unité visuelle est de tout recouvrir d'une épaisse couche d'enduit ou de peinture blanche. Ainsi, une ville antique, peut-être millénaire, s'est transformée en une nouveauté étincelante, la Cité Blanche de 1893. Cette théorie apporte également une réponse à la question de l'étrange dissonance entre l'architecture et les gens. Les gens du 19e siècle, avec leurs chevaux et leurs chaudières à vapeur, avaient l'air dans ces décors d'enfants s'étant introduits dans le bureau de leur père. Ils utilisaient un espace qui n'avait pas été créé par eux ni pour eux. Des ouvertures de portes géantes, calculées pour des géants, des plafonds vertigineux, l'acoustique des salles, tout cela témoigne d'autres standards de vie et d'une autre échelle anthropométrique des créateurs. Nous avons simplement occupé un espace vide, nous sommes appropriés les réalisations d'autrui et avons fièrement appelé cela le progrès. Cependant, si l'on accepte cette hypothèse comme vérité, une autre question, encore plus troublante, surgit inévitablement. Si ces villes majestueuses étaient vraiment l'héritage du passé, miraculeusement préservées à travers les siècles, alors pourquoi ne les voyons-nous pas aujourd'hui ? Pourquoi ne sont-elles pas devenues les centres de notre culture, des musées ou des capitales administratives ? La réponse à cette question révèle peut-être le plus grand crime contre notre mémoire collective, commis de sang-froid et avec préméditation. Le destin de la Cité Blanche, comme celui de nombreux autres complexes d'exposition similaires à travers le monde, était scellé d'avance, et cette fin est devenue l'un des épisodes les plus tragiques et mystérieux de la chronique architecturale. La chronique officielle stipule que peu après la fermeture de l'exposition, en juillet 1894, un incendie grandiose a détruit la majeure partie des ouvrages. Le feu, survenu soi-disant accidentellement, dévorait avec une fureur incroyable les colonnades, les dômes et les statues, réduisant en cendres ce qui, hier encore, suscitait l'admiration de millions de personnes. Cependant, les circonstances de cette tragédie éveillent une foule de soupçons. L'incendie s'est déclaré trop opportunément et s'est propagé trop méthodiquement, comme s'il exécutait un ordre de nettoyage du territoire. Cela ne ressemblait pas à une catastrophe naturelle, mais à la destruction de preuves sur une scène de crime. Mais même le feu n'a pas pu accomplir tout le travail. Les bâtiments qui ont survécu aux flammes ou n'ont été que partiellement endommagés
était voué à la démolition. Et c'est ici que commence le plus intéressant, réfutant totalement le mythe des décors en carton. Si ces palais avaient vraiment été construits en bois, plâtre et filasse, leur démantèlement n'aurait pris que quelques semaines et n'aurait pas nécessité d'efforts particuliers. Quelques brigades d'ouvriers avec des pieds de biche et des scies auraient suffi. Pourtant, les rapports historiques sur la démolition témoignent du contraire. Les entrepreneurs ont rencontré des difficultés incroyables. Ils ont dû utiliser de la dynamite, des engins lourds et d'énormes ressources humaines pour détruire ce que l'on appelait des pavillons temporaires. Les structures résistaient à la destruction avec l'obstination de forteresses capitales. À l'intérieur des colonnes en plâtre, on découvrait de puissantes tiges métalliques et de la maçonnerie de pierre. Les murs, qui devaient être de fines cloisons, se révélaient être des monolithes multicouches de briques ou de béton. La démolition de l'exposition s'est transformée en une opération longue, coûteuse et laborieuse. Pourquoi gaspiller autant de dynamite pour détruire du contreplaqué? La réponse est évidente, parce que ce n'était pas du contreplaqué. C'étaient des bâtiments à part entière, éternels, que l'on détruisait intentionnellement et avec une grande difficulté. Ce schéma, construire, montrer, détruire, se répétait avec une régularité effrayante, pas seulement à Chicago. Saint-Louis, San Francisco, Buffalo, Paris, le scénario était partout le même. On érigeait, ou on ouvrait, d'incroyables villes antiques. On organisait des événements fastueux, après quoi tout était impitoyablement rasé sous prétexte de vétusté ou de fin de bail des terrains. Cela ressemble à un programme mondial d'effacement de la mémoire historique. Les organisateurs de ces spectacles semblaient dire à l'humanité « Regardez cette grandeur, souvenez-vous-en, car vous ne la reverrez plus. Désormais, votre lot sera de simples boîtes en briques et des blocs de béton. » La destruction de ces complexes avait un sens idéologique profond. Si ces villes étaient restées debout, elles seraient devenues les témoins muets de la fausseté de la version officielle de l'histoire. Les gens vivant au milieu d'une telle architecture auraient inévitablement commencé à poser des questions sur leurs ancêtres, sur les technologies du passé, sur la raison pour laquelle la construction moderne ne peut répéter une telle finesse et une telle qualité. Laisser ces bâtiments, c'était admettre qu'auparavant, la civilisation était plus développée, unie et harmonieuse. Cela aurait détruit le concept imposé de progrès linéaire, où nous sommes le sommet de l'évolution et nos ancêtres des êtres primitifs. C'est pourquoi la beauté devait mourir. Elle a été sacrifiée pour créer une nouvelle image du monde, commode pour la gestion des masses. Les ruines de la Cité Blanche ont été rapidement démontées, les gravats évacués et le terrain remodelé pour effacer jusqu'au souvenir de l'emplacement exact de ces colosses. On ne nous a laissé que des photos en noir et blanc et des contes sur des maquettes en plâtre. Il semblait que l'opération de nettoyage s'était déroulée parfaitement et que la vérité avait été enterrée à jamais sous une couche de cendres et de déchets de construction. Cependant, malgré le caractère total des destructions, les exécutants de ce plan ont commis une erreur. Ils n'ont pas pu détruire absolument tout. Dans différents coins du monde, et même à Chicago, des constructions isolées ont été préservées, ayant échappé pour une raison quelconque au sort de leurs semblables. Ces témoins de pierre survivants sont debout aujourd'hui encore, réfutant silencieusement chaque mot des manuels d'histoire. Et ce sont précisément ces fragments, miraculeusement rescapés du feu de l'oubli, qui nous donnent l'occasion unique de toucher à la réalité de ce monde qui existait avant la réinitialisation mondiale. Et pourtant, malgré le nettoyage total et la volonté maniaque d'effacer les traces du passé, les auteurs de cette grandiose falsification historique n'ont pas réussi à tout détruire sans reste. Dans ce mur de mensonges sont restées des fissures à travers lesquelles perce la lumière de la vérité. Certains ouvrages, condamnés à la démolition, ont survécu grâce à un incroyable concours de circonstances et à la résistance désespérée des habitants locaux, des historiens amateurs et des activistes qui sentaient intuitivement la valeur de ces objets. L'un des exemples les plus frappants est l'ancien palais des Beaux-Arts de Chicago, aujourd'hui connu sous le nom de Musée des sciences et de l'industrie. Ce bâtiment est debout encore aujourd'hui, constituant un démenti monumental de la légende officielle sur les matériaux temporaires. S'il avait été construit en bois et en plâtre, comme l'affirment les historiens, il se serait transformé en poussière après seulement quelques hivers sous les vents rigoureux du lac Michigan.
Pourtant, il tient bon, frappant par sa puissance, la massivité de ses murs et l'impeccabilité de ses formes. Son existence prouve que les 13 autres palais de la Cité Blanche, détruits par le feu et la dynamite, étaient des ouvrages tout aussi capitaux et éternels. C'est un témoin survivant, dont les dépositions devant le tribunal de l'histoire pourraient renverser toute l'affaire. Mais la découverte la plus importante ne survient pas lorsque nous examinons un bâtiment isolé, mais lorsque nous commençons à penser globalement. Jetez un coup d'œil mental sur la carte du monde. Des ouvrages similaires, réalisés dans le style soi-disant antique ou néoclassique, sont dispersés sur tous les continents. Nous voyons des colonnades, des dômes, des portiques et des arches identiques à Saint-Pétersbourg, Sébastopol, Rome, Athènes, Washington, Paris, ainsi qu'en Inde, en Australie et en Afrique du Sud. La science officielle fragmente ce phénomène en des dizaines de styles et d'époques différents. Classicisme, baroque, empire, renaissance, style colonial. On nous enseigne que les anciens Grecs et Romains construisaient ainsi il y a des milliers d'années. Puis, des siècles plus tard, des architectes de différents pays ont soudainement décidé de les imiter massivement. Cependant, le regard alternatif propose une explication bien plus logique et fascinante. Ce que nous avons l'habitude d'appeler l'Antiquité n'est pas l'apanage d'une époque précise ou d'un peuple vivant sur une péninsule de la mer Méditerranée. C'est un code architectural mondial, unique. C'est le standard de construction de cette même civilisation mondiale unifiée qui existait avant l'histoire que nous connaissons. Ces bâtiments n'imitent pas Rome, ils font partie de ce monde qui était omniprésent. Ce sont les traces d'un empire ou d'une alliance globale possédant des technologies standardisées, une esthétique unique et la capacité d'ériger des chefs-d'œuvre en n'importe quel point de la planète, de la Sibérie à l'Amérique. Si les bâtiments des expositions universelles n'avaient pas été détruits, si ces cités blanches étaient restées debout à Chicago, Saint-Louis et San Francisco, nous aurions grandi dans une réalité totalement différente. En nous promenant dans les rues de ces villes, nous aurions vu un lien indissoluble avec l'architecture de l'Europe et de l'Asie. L'illusion d'un monde divisé se serait effondrée. Nous aurions réalisé que les frontières, les différences nationales et les barrières culturelles sont une création récente, artificiellement érigée sur les ruines de quelque chose de commun et de grand. Nous aurions cessé de percevoir l'histoire comme une guerre sans fin de tous contre tous et aurions vu qu'autrefois, l'humanité était un tout unique, vivant en harmonie avec la technologie et la beauté. C'est précisément pour cela qu'il fallait les détruire, pour nous diviser, pour nous faire oublier notre parenté, pour nous suggérer que nous avons toujours vécu dans des cabanes primitives et que ce n'est que maintenant, grâce à l'industrialisation, que nous avons commencé à nous extraire de la boue. La destruction de l'architecture est la destruction de la mémoire. La pierre dit la vérité, contrairement au papier qui peut être réécrit un nombre incalculable de fois. Mais maintenant, possédant ce savoir, vous ne pourrez plus regarder les villes avec les mêmes yeux. En passant devant un vieux bâtiment à colonnes, un théâtre, une gare ou un musée, soi-disant construit au XIXe siècle, arrêtez-vous. Observez ces détails. Posez-vous la question, des gens avec des burins et des marteaux, venus en charrette, pouvaient-ils vraiment construire cela ? Ou bien avez-vous devant vous un autre fragment de cette grande époque oubliée, qu'ils n'ont pas eu le temps ou n'ont pas réussi à cacher ? La vérité n'est pas quelque part au loin, elle est cachée juste sous nos yeux, chiffrée dans la pierre, attendant que nous nous réveillions enfin pour la lire. L'histoire qu'on nous enseigne n'est qu'une version. La véritable chronique de la planète se dresse dans les rues de nos villes, silencieuse mais majestueuse, gardant le secret du monde unifié qu'on nous a volé.